Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine À vous de convaincre. Pour discuter d'un thème, d'un sujet très important en Afrique, je reçois monsieur Olivier Segbo. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Merci d'être sur le plateau de Global Africa Télésud. Et je serai accompagné par Kara Soli. Kara, bonjour. Oui, bonjour Roca. Notre chroniqueur. Merci. La thématique du jour, les États africains doivent-ils investir davantage dans la transformation industrielle des matières premières? Pour en parler, comme je le disais, nous avons notre expert à nos côtés. Mais en attendant, allons sur le terrain. Au Cameroun, le riz local est introuvable sur le marché, inondé par les riz thaïlandais, vietnamiens et autres. Une situation qui agace les autorités du pays qui se sont engagées à booster la production nationale. L'une des plus grandes entreprises agroalimentaires, Semri, vient à cet effet d'être dotée d'une nouvelle machine de production et de transformation du riz paddy. Une acquisition qui devrait permettre d'améliorer la production en riz et réduire l'insécurité alimentaire. L'unité de transformation que vient d'acquérir cette entreprise agroalimentaire est une mini-rizerie de nouvelle génération avec un débit de 2,5 tonnes métriques de paddy par heure dans les meilleures conditions de récolte. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Cameroun importe plus de 500 000 tonnes de riz par an pour plus de 130 milliards de francs CFA. Pourtant, le pays dispose de 240 000 hectares de surface arable disponibles pour la culture du riz très prisée dans les ménages. La Semri espère répondre aux attentes des populations camerounaises et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. Merci pour ce petit reportage, monsieur Olivier Segbo. Oui. Alors, nous allons pour la première partie de cette émission parler de la transformation du riz en Afrique. Vous avez une expérience bien fondée là dans ce domaine. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir quel est votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, c'est l'innovation technologique au départ, où je me suis spécialisé vraiment dans les technologies de transformation digitale. Il se trouve qu'au fil de mes études et même de mes projets, j'ai été élu local. Et vous savez que quand on est élu local, notamment en matière de transport, de développement du territoire, vous êtes amené à aborder beaucoup de sujets. Donc ça a été vraiment une large expérience où j'ai été adjoint au maire, vice-président de communauté d'agglo. Et depuis, j'ai collaboré avec tous les organismes qui ont envie de transformer le territoire, qui ont envie d'apporter quelque chose de fort sur un territoire. Ensuite, j'ai collaboré aussi avec pas mal, au titre de mon entreprise, avec pas mal de gens qui ont envie d'innover, de changer, de transformer. Entrepreneur, on va dire je suis entrepreneur. Ouais. Je suis plutôt entrepreneur, business. Mais ancien élu local quand même aussi. Ah, bien sûr. Vous avez eu ces deux casquettes. Voilà. Et ça me permet d'avoir à la fois une vision entrepreneuriale sur les sujets, mais aussi une vision de gestion du territoire et de la chose publique. En tout cas, merci d'avoir planté ce décor. Nous allons revenir sur le reportage. Mais en attendant, Kara Soli, oui. Avant de commencer, est-ce que vous avez quelques données à nous présenter? Oui, tout à fait, parce que donc, ce sujet est un sujet très important, parce que ça touche à la fois à l'alimentation, mais également à la souveraineté alimentaire des États. Absolument. Donc, les principaux États producteurs de riz en Afrique sont le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, la Tanzanie, pour ne citer que ceci. La consommation intérieure croissante est satisfaite par les importations, tandis que l'avantage climatique propice à la production pour ces pays-là. Alors, donc, il y a les 5 premiers pays producteurs de riz, selon l'agence Ecofin, avec une consommation de 20 millions de tonnes, Roca, chaque année. L'Afrique de l'Ouest est convoitée par les principaux exportateurs mondiaux de cette céréale. Cette zone est à la fois productrice et importatrice. Donc, le top 5, le Nigeria, premier consommateur de riz en Afrique de l'Ouest, 5 millions de tonnes de 2022 à 2023. La Guinée-Conakry, 2 millions, le Mali, 1,8 million, la Côte d'Ivoire, 1 million et 100, et le Sénégal, 950 000 tonnes. Donc, vous voyez, le riz, la consommation de riz progresse en Afrique de l'Ouest, mais la production ne suit pas. Donc, beaucoup
procède à l'importation. Alors, nous allons revenir sur le mini-reportage, mais surtout par rapport à ce que vous faites, comme je vous ai présenté dans le domaine du riz. Quels sont les projets les plus marquants auxquels vous avez excellé dans le domaine? Notamment au Bénin. Dans le nord du Bénin, vous avez une spécialité, c'est le riz de montagne, dans la région de Nati Tengou, où ce riz est produit, non pas dans les zones alluvionnaires, comme dans le sud du côté de Zinvier, mais dans le nord. Donc vous avez une spécialité de riz de montagne qui est très riche en nutriments, qui est très importante. Et sur ça, nous avons vraiment travaillé avec les coopératives, avec les partenaires, avec les industriels qui transforment le riz et toute la filière de riz dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, vous avez une deuxième partie, mais ça, l'expérience est en train d'être développée actuellement, c'est le riz des zones alluvionnaires du sud du Bénin, du côté de Zinvier, donc le long de la rivière de l'Ouémé, qui est très très riche en limon, et qui permet d'avoir des espaces irrigués pour pouvoir produire du riz et le transformer. Et c'est deux variétés différentes, c'est deux approches différentes, c'est deux technologies différentes. Ah. Alors, si on doit faire un parallèle avec ce mini-reportage, au Cameroun, j'aimerais comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de la chaîne de valeur de riz en Afrique, et plus précisément au Bénin, vu que vous venez de donner cet exemple? Alors, ce qu'il faut comprendre, avant de parler de la chaîne de valeur, tout à l'heure, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de savoir si on doit transformer ou pas localement? Tout à fait. Pour moi, il y a 5 enjeux. Le premier enjeu, c'est que nous consommons beaucoup de riz. Donc ça veut dire qu'il y a un marché local qui est très important. Et ce marché local, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, il est essentiellement couvert par l'importation. Le deuxième enjeu de la transformation, nos États ont besoin de recettes fiscales pour développer les infrastructures. Si vous importez tout de l'extérieur, à un moment donné, vous avez une balance commerciale déficitaire, déjà. Deuxièmement, vous avez du mal à collecter des taxes locales sur toute la chaîne de valeur dont on va parler tout à l'heure. Et ensuite, le dernier élément, c'est que vous ne formez pas. Vous ne donnez pas du travail à vos enfants, à vos jeunes. Vous n'arrivez pas à employer du monde dans les pays. Donc voilà, c'est quelques enjeux rapidement comme ça, exposés, il y en a d'autres, mais les plus cruciaux, c'est ceux-là qui permettent de comprendre pourquoi nous devons transformer. Et quant à la chaîne de valeur du riz, vous avez en premier, vous avez la production, donc les intrants, le travail de préparation des terres, le travail de l'accompagnement et tout qui prépare le terrain avec les différentes variétés de riz en fonction des territoires qu'on va avoir. Deuxièmement, l'étape d'après, c'est l'étape de la récolte, où il y a toute une technique pour récolter. Vous avez un travail de transformation qui peut être précédé par une phase de test pour s'assurer que le riz est bien prêt. Vous avez la phase de distribution, qui peut être une phase de distribution déjà du gros, du semi-gros et du détail. Et après, vous avez la commercialisation, enfin la consommation. Donc, sur cette chaîne que je viens de décrire, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans chaque étape. Oui. Alors, Kara, oui, vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire qui exporte son riz alors que le marché interne n'est pas satisfaisant. Comment expliquer cela? Eh bien, justement, c'est ça le paradoxe de l'Afrique, et dans tous les domaines, mais dans ce domaine particulier aussi qui touche à l'alimentation, parce que l'alimentation, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça touche à la souveraineté alimentaire d'un pays. Donc aujourd'hui, l'essentiel, une bonne partie du riz consommé en Afrique de l'Ouest est importé d'Asie. Principalement. Et donc aujourd'hui, c'est pendant la Covid qui a montré donc ce gros problème, parce que beaucoup de pays avaient des pénuries en céréales. Voilà, en matière de céréales. Il fallait se retourner du côté de l'Ukraine ou de la Russie. Justement, bon, ça c'est pour le blé, parce que pour le blé, pour aller quémander en plus du blé en Ukraine et en Russie. Donc le riz et les prix ont flambé cette période-là. Donc du coup, les pays se sont rendus compte qu'il faut activer cette filière, non seulement pour la culture,
mais également pour la transformation. Absolument. Parce que ce qui s'est passé dans les années 70, c'est que les pays africains ont complètement délaissé cette partie de l'alimentation parce qu'ils achetaient à bas coût à l'extérieur. Donc ils se sont dit, au lieu d'investir dans la production, donc vaut mieux acheter moins cher et puis comme ça ça règle l'affaire. Mais ça c'est à court terme. Donc, et puis maintenant, on s'est rendu compte que si on dépend de l'extérieur en matière d'alimentation, donc on peut se planter à tout moment. Donc c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, bien que le pays soit un gros consommateur de riz, mais ils ont privilégié la filière cacao, café. Au détriment du riz. Au détriment du riz. Parce que des produits vivriers en tout cas. Parce que c'est une filière qui apporte beaucoup de dollars, beaucoup d'argent. C'est des produits d'exportation. Et donc, du coup, ils ont négligé, comme beaucoup de pays africains, la filière riz. Donc, aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans des difficultés. Ils sont tous, exactement, parce que le Nigeria, qui est un grand pays, très peuplé. 5 millions de tonnes par an. Justement, donc par an, qu'ils consomment, donc le Nigeria non plus ne satisfait pas son marché intérieur. Donc surtout l'exportation. Donc comme il l'a dit, soit on produit suffisamment pour assurer le marché intérieur et puis aussi avoir suffisamment de riz pour pouvoir exporter. Il faut déjà assurer l'intérieur. Monsieur Sigbo, nous allons revenir sur vos propres expériences à vous. Vous avez travaillé sur le terrain avec des coopératives. Absolument. En Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux défis auxquels vous vous êtes confrontés? Le premier, c'est déjà de trouver des partenaires fiables. Vous savez, en Afrique, quand vous venez surtout de l'extérieur, vous n'êtes pas sûr de tomber sur la bonne personne et sur les bons partenaires pour vous accompagner. Ça, c'est vraiment un élément majeur. Le deuxième, c'est ce qu'on a remarqué, c'est la mécanisation très insuffisante au niveau de la production et de la récolte. Il y a beaucoup de récoltes qui se font manuellement. C'est un vrai défi. Et le troisième élément, vous savez que la plupart, notamment on parlait du Nigeria tout à l'heure, les gens consomment beaucoup du riz étuvé. Et pour faire du riz étuvé, il faut chauffer le riz au départ, il faut chauffer un tout petit peu, pas trop, avant d'aller le sécher. Mais chauffer du riz, ça nécessite du carburant, ça nécessite soit du bois de chauffe, ça nécessite un certain... Et si c'est du bois, il faut encore la déforestation. Il faut la déforestation. et du coup, il faut innover, il faut trouver des réponses innovantes pour faire un séchage qui n'absorbe pas trop, qui contourne les défis que je viens de soulever tout à l'heure. Parlons de l'innovation, alors... Quelle innovation technologique ont le plus grand impact sur l'amélioration de la transformation du riz, par exemple? Moi, je pense qu'un des premiers, c'est quand même l'énergie. Il faut arriver à trouver, et c'est ce qui a été fait notamment au Sénégal, il faut arriver à trouver des solutions à base d'énergie solaire, par exemple, pour le séchage. Disons, la montée en température et puis le séchage. C'est les deux éléments qui sont très consommateurs aujourd'hui d'énergie. L'autre élément, on va l'aborder mais plus tard, en termes c'est de trouver les mécanismes qui permettent de soutenir l'action des coopératives locales. Parce que c'est des dames, la plupart du temps, qui ont besoin... Les bonnes volontés sont là, mais il n'y a pas un accompagnement réel pour pouvoir... L'État... Alors, moi, j'ai été très surpris quand j'ai été au Bénin de découvrir que l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup de choses, notamment en permettant d'avoir du personnel adéquat par des programmes de mise à disposition de main-d'œuvre par l'État, prise en charge par l'État pendant au moins 6 à 2 ans dans les entités. Ça s'appelle Azonli, par exemple. Et l'État a aussi aménagé des périmètres irrigués. Donc, il y a ça. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau du financement que les personnes doivent avoir pour acheter les intrants, parce que la main-d'œuvre coûte extrêmement cher pour aller travailler ces plantations. Parce que tout est manuel. La plantation, la surveillance, tout est manuel. Et la main-d'œuvre coûte très très cher, très peu mécanisée. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation réussie dans le secteur?
Il y a celui du Sénégal, hein, dont vous avez montré, ou en tout cas on a montré le Cameroun. Au Cameroun par exemple. Mais le Sénégal a trouvé une formule qui permet d'avoir du séchage à partir d'énergie solaire. Et ça, pour moi, c'est quand même une vraie réussite qu'il faudra vulgariser un peu partout. Il y en aura d'autres. Mais ce qui a été très important aussi, c'est les variétés de riz. Parce que tous les riz ne poussent pas partout. On peut penser que le riz, mais il y a des riz, et notamment on parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. La Côte d'Ivoire s'est spécialisée dans les croisements pour obtenir des riz qui peuvent être des riz non pas de bas-fond, mais des riz qui sont cultivés pluviaux comme on dit, hein, qui ont besoin juste de la pluie pour pousser. Donc il y a un travail de spécialisation qui permet d'arriver à des semences qui sont adaptées. Je crois que c'est les deux grandes innovations qui aujourd'hui sont à l'œuvre dans ce... Oui. Donc, je voulais dire par là aussi que le riz, ça demande beaucoup d'eau. Parce que et puis, le gros problème de l'Afrique aussi, c'est qu'on n'attend que les périodes des saisons de pluie pour pouvoir planter le riz. Alors qu'en Asie, il y a le riz, donc dès qu'on récolte une partie, eh bien, on repique encore à nouveau. Donc, c'est-à-dire toute l'année, on récolte régulièrement. Donc, du coup, c'est ça qui peut avoir un bon rendement. Mais si on attend que la saison des pluies, par exemple au Sénégal, souvent on attend les 6 mois parce que nous, on n'a que 6 mois de pluie dans l'année. Et sur 12. Donc, du coup, ce qui fait que les femmes attendent cette période-là pour piquer le riz. Donc, du coup... En fait, c'est la mise en jachère des... C'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc, ça demande beaucoup d'eau. Et donc, ça aussi, il faut mécaniser cette partie-là aussi, parce qu'il faut désaliniser l'eau, parce que le riz n'a pas... L'eau avec du sel, ne lui convient pas. Voilà, il faut de l'eau douce. Et donc, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu pour pouvoir avoir un réel rendement et la mécanisation qu'il a soulignée. Et surtout, oui, allez-y, Olivier. Pour compléter ce que vous voulez, il y a une zone que je n'ai pas visitée, mais qui est dans la boucle du Niger, autour de Malanville par exemple, où il y a vraiment des étangs irrigués qui ont apporté des réponses à ce que vous soulevez. Donc ils ont de l'eau, ils ont de l'eau régulièrement, et donc du coup ils ont plusieurs récoltes dans l'année. Contrairement à ce que se passe au Sénégal. Au Sénégal, voilà, parce qu'au Sénégal, c'est en Casamance. Enfin, il y a deux grandes zones rizicoles. Il y a la Casamance, où il pleut suffisamment, parce que c'est la même pluviométrie que chez vous. En Afrique équatoriale. Et puis aussi, maintenant, ils ont développé une partie au nord du Sénégal qu'on appelle Richatol, où donc il y a beaucoup d'espace, mais là-bas, il n'y a pas assez d'eau. Donc, du coup, il faut aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Et donc ça aussi, ça a une autre conséquence. Et puis aussi dans ce qu'on appelle la vallée du fleuve, c'est-à-dire il y a le fleuve que le Sénégal, la Mauritanie et le Mali ont en partage. Donc ils prennent l'eau là-bas pour irriguer cette partie. Donc le riz demande beaucoup d'eau. Donc il faut résoudre la problématique de l'eau, il faut résoudre la problématique de la mécanisation et puis aussi de la transformation, si nous voulons être autonomes. Moi, je rajouterais qu'il y a 2 éléments qu'on a pu relever comme défi. Vous savez, le problème majeur, c'est qu'en Afrique, les gens ont honte de consommer le riz local. Parce qu'il n'est pas blanc, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Donc, il y a un travail sur la promotion du riz local. Aussi, hein, la qualité. Vous avez tout à fait raison, mais des fois, la qualité manque. Non, souvent. Je vous assure, dans les produits que moi j'ai vus... Ou bien c'est un peu plus cher, ou bien c'est très cher par rapport au riz importé. Du Pakistan, à cause justement de la main-d'œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Parce que la main-d'œuvre en Afrique, comparée à la main-d'œuvre qui est dans les rizières
est beaucoup plus amorti compte tenu du nombre de récoltes qu'on fait dans l'année. Et alors que là, c'est une récolte, voire deux par an. avec une main-d'œuvre qui est extrêmement chère. Exactement. Mais je ne pense pas que ce soit ça un des points. Un des premiers points, c'est que les gens ont honte de consommer du riz local. Donc, il y a un travail de promotion. Si moi j'achète le riz local, c'est-à-dire que je ne suis pas de la classe nantie. Exactement. C'est un peu Exactement. la conscience collective qui est... Le riz local est très riche Oui. en nutriments. Et donc, nous, le travail qu'on a fait, c'est d'abord de montrer aux gens Oui. la qualité nutritive du riz local. Des gens qui ont, par exemple, des problèmes de santé, diabète. En plus, c'est du riz bio. Du riz bio, Voilà. où il n'y a pas de gluten, Ouais. il n'y a pas un certain nombre d'éléments. Et on a commencé par convaincre Tout à fait. des gens qui ont ces problèmes de santé, qui ont vraiment adopté ce riz-là. Mais là, ce n'est pas le travail des producteurs du riz de faire une communication de masse auprès de la population pour changer la mentalité. Nous Ne avons croyez-vous parlé pas? tout à l'heure de la chaîne de valeur. Oui. Celui qui produit le riz, celui qui transforme le riz dans son usine, n'est pas celui qui commercialise. Voilà. Et donc, c'est celui qui commercialise Qui doit faire le travail de la de la communication. Oui. Et ce travail, nous, on l'a fait. Il y a des flyers, on a innové, hein, là pareil, Oui. en matière de communication, parce que les gens communiquent à la radio, à la télé. Nous, vous savez, au Bénin, il y a plein de mototaxis. Mais nos meilleurs communicants, c'était les mototaxis, ils trimballent. Exactement. Ils transportent tout le monde, toute la journée. Oui. C'est eux qui ont des badges, Des chasubles. à la marque. Exactement. Et nous en avons fait des alliés. Oui. Pourquoi? Parce que dès que les gens... Il y a des influenceurs aussi, des réseaux sociaux actuellement qu'on pourrait utiliser. C'est les meilleurs influenceurs. je peux vous dire, les motos-taxis, c'est les meilleurs influenceurs. Pourquoi? Ils vont partout là où les voitures ne vont pas. C'est vrai. Et surtout, ce que nous avons fait qui était très innovant, c'est que c'est eux qui livrent. Quand quelqu'un achète 1, 2, 3, 4 sacs et qui ne peut pas se déplacer, mais c'est les motos-taxis qui font ça chez lui. Et il a sa commission au passage. Et donc, chaque fois, c'est eux qui vont dire « Ah ben, achetez parce qu'eux, ils nous commissionnent. » Exactement. Vous vous rendez compte? Ça, c'est de l'innovation, ça. Oui, c'est vrai. Nous avons parlé de la technologie et de l'innovation. Nous allons passer maintenant à l'aspect d'impact économique et social de ce secteur. Quel est l'impact de la transformation du riz sur les économies locales et les communautés rurales en Afrique, en prenant l'exemple toujours du Bénin? La première, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la sécurité alimentaire. Quand vous produisez du riz, vous n'êtes pas obligé d'attendre que... Voilà. Donc, la sécurité alimentaire, c'est déjà un premier facteur. Le deuxième impact majeur, c'est le fait de faire travailler localement. Vous avez des gens qui travaillent, qui apprennent à travailler, donc il y a une compétence, une acquisition de compétences locales qui est transmissible. Vous avez deuxièmement quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, c'est la collecte des taxes et des impôts sur toute la chaîne de valeur qui permet aux gouvernants de construire des routes, de construire des hôpitaux, de financer les projets et de ne pas être obligé tout à d'aller tendre la main ailleurs pour pouvoir financer nos projets. Et le dernier, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous avez un produit bio dont vous connaissez l'origine, vous savez comment ça a été cultivé, vous savez comment ça a été transformé, par qui ça a été transformé, vous imaginez, c'est un impact énorme. Exactement. Et puis, on mange avec esprit tranquille. Tranquille. On sait qu'on n'aura pas le cancer par-ci, par-là. Voilà, parce que le grand danger pour le riz, ce qui est arrivé au maïs, le maïs, ce qu'on appelle l'OG... les OGM. Voilà, les OGM, justement. Ah oui? Donc, et c'est ce qui fait peur pour le riz, parce que ça peut arriver aussi au niveau du riz pour mettre des OGM, voilà, et pour le riz. Donc, du coup, ça ne serait pas du riz bio. Alors que pour l'instant, l'Afrique produit du riz bio, donc du riz local. Mais je voulais aussi vous signaler, surtout pour le manque d'enthousiasme des locaux. Oui. On n'a pas mangé le riz. Voilà, pour le riz local, c'est le goût. Parce qu'il y a aussi le goût qui est très important. Alors vous êtes pour le riz importé en fait, apparemment. Non, parce que je suis un consommateur de riz. Donc du coup, je suis très bien placé pour aussi en parler. Parce qu'au Sénégal, les consommateurs, les Sénégalais trouvent que le riz produit localement a moins de goût que l'autre. Bon, c'est vrai que c'est un riz bio, où il y a très peu de sucre ou pas du tout de sucre. Donc, comme il n'y a pas de sucre, donc ça n'a pas le goût qu'il faut. Parce que l'autre riz,
il y a le goût de sucre dedans. C'est pourquoi ça a un très bon goût. Mais les gens, comme ils aiment Alors, ça, c'est un sujet que nous avons aussi eu à traiter. Comment on l'a fait? C'est que, vous savez, au Bénin, les gens mangent ce qu'on appelle le atassi. Atassi, c'est un mélange de riz et de haricots. D'accord. Et c'est les femmes qui vont vendre ça. Elles vendent ça à qui? Les ouvriers. Les ouvriers qui ont besoin d'énergie pour aller travailler. Oui. C'est les premiers que nous avons convaincus d'utiliser ce riz à la place du riz importé. Pourquoi? Parce que le riz importé, il est léger comme ça. Mais nous alors que le riz... Je ne sais pas si ça a été... c'est un fake, mais sur les réseaux sociaux, oui. Une personne qui a préparé du riz importé et qui fait rebondir sur le sol comme donc voilà. Non, mais, et donc ça donne non, dans le domaine de sécurité alimentaire. Comme j'ai pas vu ça, je veux pas. C'est ce qu'on a dit. Bon, je prends la précaution de dire si c'est un fake ou pas. Donc voilà. Ce qui est sûr. Je pense que ça c'est la bonne guerre. La bonne guerre. Voilà. Oui. Non, ce qui est certain, c'est que ces dames-là ont préparé avec le riz local. Elles ont été servies sur les chantiers et les gens leur disent mais votre riz, mais il tient au corps, il tient bien. Et depuis, vous voyez, la courbe a été exponentielle. Merci, monsieur Olivier Sigbo. Merci, Karasouli. Alors, l'émission se poursuit. Donc, juste après la page publicitaire, nous allons revenir. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Mesdames et messieurs, nous revoilà sur le plateau pour la deuxième partie de cette édition À vous de convaincre, où nous allons élargir le débat pour savoir comment la chaîne de valeur des autres produits agricoles ou minières en Afrique se compare-t-elle à celle du riz. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je demande à la régie de nous balancer ce petit reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de la mine de Djoaneng à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Debswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec des BIRS, le chef de l'État congolais a été suffisamment édifié sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation, ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Botswanais. En 1966, le Botswana ne comptait que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie était tenue par le commerce de la viande de bœuf à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Debswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique. Après ces échanges, place à la visite de la mine à ciel ouvert de Djoaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Le chef de l'État congolais est descendu jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Djoaneng est l'une des 4 mines de diamants du Botswana. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique Debswana qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-siècle pour extraire les 41% du diamant enfoui dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Le secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Mais je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur du diamant. Et c'est grâce à nos frères du Botswana et je tenais vraiment à les remercier pour cette visite. Voilà, alors, Monsieur Sigbo, oui. Nous avons parlé du riz dans une première partie. Pour ce reportage, j'aimerais savoir quelles leçons tirées de la transformation du riz qui peuvent être appliquées, par exemple, au diamant,
au cacao, comme l'a si bien cité tout à l'heure Karasoli. Tout court, comment s'y prendre? D'abord, je suis très heureux que des Africains enfin se parlent entre eux. Vous voyez, là, voilà un président d'un très grand pays, la RDC, qui s'est déplacé vers un autre, le Botswana, qui est un tout petit pays, mais qui a réussi quelque chose de tout à fait formidable. Ils ont pris sur eux de rapatrier tout le travail qui se faisait à Anvers, en Suisse ou ailleurs, où les grands diamantaires polissaient le diamant brut là-bas. Ils ont tout rapatrié chez eux. Donc, ils ont fait travailler les Botswanais. L'argent qui a été collecté a permis à l'État de collecter des taxes et les Botswanais sont envoyés en formation. On a créé des universités, on a créé des routes, ils ont financé beaucoup de choses. C'est un modèle, je dirais, réussi dont doivent s'inspirer tous les pays africains. Dont la bonne gouvernance et la gestion de la chose publique. Même au-delà de la bonne gouvernance. Oui. C'est-à-dire que dès lors que vous avez une matière première, il faut que la filière complète soit internalisée et maîtrisée dans le pays. Cela n'empêche pas d'exporter des produits finis. Exactement. Avant d'exporter les produits finis, on aimerait connaître l'aperçu de la chaîne de valeur de ce secteur minier, par exemple en Afrique, en prenant l'exemple de Botswana, et cet exemple qui est en train d'être copié par la grande RDC. C'est relativement proche de ce qu'on vient de dire, mais il y a quand même des grandes différences. Oui. Première grande différence, c'est l'exploration. Il faut un travail d'exploration pour savoir où sont les minerais et quel type de minerais il y a. Deuxièmement, vous avez et ça, c'est tout un pan. Ce n'est pas tout le monde qui fait l'exploration. Il y a des explorations par satellite, il y a des explorations par d'autres outils, mais il faut de l'exploration. Une fois que vous avez fait l'exploration, l'État doit jouer son rôle dans le travail d'un code minier qui permet de savoir qui fait quoi. D'accord ? Oui. Deuxièmement, vous avez les extracteurs. Donc ça, c'est ceux qui creusent, creusent pour aller chercher les mines. Ensuite, vous avez, et ça, il y a de l'exploitation de la mine avec des gros engins, des excavations, les nettoyages de sol, l'extraction et tout. Et après, vous avez autour de cette partie-là, vous avez tout un mécanisme, des acteurs de l'extraction, dont on ne va pas rentrer en détail, mais restons dans les grandes lignes. Tout à fait. Le dernier élément de la chaîne, l'étape d'après, c'est surtout la partie où on transforme soit en produits semi-finis, les minéraux qui ont été extraits, soit en produits finis. Par exemple, si on prend de la bauxite, comme en Guinée, et qu'on veut aller jusqu'à l'alumine, c'est quand même lourd. Il faut de l'énergie. Donc, alors que dans le cas de l'or, dans le cas du diamant, on peut aller jusqu'au lingot et exporter le lingot une fois terminé. Ouais, donc vous avez, pareil, en bout de queue, vous avez les grands acteurs, les distributeurs et ceux qui vendent. Et enfin, l'exportation. Kara, oui. Alors, il y a des défis à relever et des opportunités aussi. Absolument. Avant de revenir vers notre invité, est-ce que vous pensez qu'avec ce travail que fait la RDC sur le sol botswanais, vous pensez qu'il y a des opportunités à cela, mais quels sont les défis selon vous à relever par le président Tshisekedi? Très bonne question avant de la répondre. Donc, je voulais juste souligner qu'en parlant de matières premières, l'Afrique regorge de matières premières. Selon la Commission économique des Nations Unies, pour l'Afrique, le continent est quasiment premier dans beaucoup de domaines. Alors, donc 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome, 28% de manganèse, et pour ne parler que de ça. Et puis sans compter les pays pétroliers, où quasiment tous les pays africains ont dans leur sous-sol du pétrole. Alors, donc, ça veut dire que notre continent a d'énormes ressources et même de richesses. Et donc, mais aujourd'hui, et pour revenir à votre question, oui. Les défis et les opportunités. Justement, la RDC c'était comme l'a dit le président, c'était un grand producteur de diamants à l'époque, mais les mines sont fermées parce que non seulement il y a la mauvaise gestion,
donc les machines obsolètes, et donc du coup ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis en plus c'était exploité par des entreprises étrangères, notamment belges. Voilà. Donc, eh bien aujourd'hui, je crois que le nouveau président voulait relancer cette filière. C'est une volonté politique. Et pour nos matières premières, il suffit seulement maintenant d'aller voir chez le voisin. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Justement, ce qu'il a fait. Même, comme il dit, la RDC est quasiment 10 000 fois plus grand que le Botswana. Mais le président Tshisekedi s'est déplacé lui-même en personne pour aller voir comment les Botswanais se débrouillent pour pouvoir exploiter leurs diamants et en tirer profit. Donc je crois que ça ne va pas être seulement un déplacement, mais ça va être suivi d'action. Parce que se déplacer, c'est une chose, mais maintenant agir, ça n'est une autre. Donc je crois que c'est, comme tu dis dans le titre, c'est un défi énorme, à la fois pour l'Afrique, parce que les autres pays qui vont voir cela, ils peuvent aussi s'inspirer de ce modèle, mais si la RDC aussi suit, parce que c'est un grand pays qui a des potentialités, et il suffit seulement qu'il y ait de la volonté politique et de la bonne gestion, même si ça c'est un autre sujet, mais souvent ce secteur, diamant, or, il y a énormément de corruption, malheureusement. Donc, si le Botswana est considéré comme un modèle, c'est parce que la gestion, elle est efficace et ça profite à quasiment toute la population. Exactement. Je vais vous poser peut-être la même question. Oui, alors, les défis et les opportunités. Moi, je pense que le premier défi, c'est la logistique. Parce que pour transporter, vous avez vu dans l'image tout à l'heure, tout à fait. C'est de lourds investissements, c'est beaucoup d'investissements sur la logistique, les infrastructures. Il faut des chemins de fer, il faut des ports, il faut, pour transporter les minerais, c'est quand même beaucoup. C'est lourd, très lourd. Deuxième vrai défi, dont on parle maintenant de plus en plus, c'est la gestion de fin de vie de la chaîne de production, d'extraction et de production. Parce qu'on utilise parfois, malheureusement, certains produits un peu dangereux et qui font que ça dégrade quand même l'environnement. Voilà, l'environnement et le sous-sol. Et le sous-sol et tout ça. Donc, il y a un vrai défi sur la fin de vie du cycle. Et, vous l'avez souligné tout à l'heure, la vraie question, qui est la question principale, c'est comment on fait pour que les richesses du sous-sol soient équitablement réparties sur l'ensemble du territoire. Disons, ce qu'on tire comme recette, comme richesse, que tout le monde en profite. Voilà. Là, ça rejoint maintenant les politiques gouvernementales. Absolument. Et ça, c'est ce que le Botswana a réussi. On me dira, c'est un petit pays. Non, c'est pas seulement parce que c'est un petit pays. C'est qu'il y a une vraie volonté, une responsabilité sociale, qui a voulu qu'il y ait une équité territoriale, une équité dans la répartition des richesses dans ces pays-là. Voilà, sans vous couper, parce que le Botswana, pour les étudiants, il y a une bourse pour les étudiants et pour les formations, surtout cette filière-là. Donc, les écoles sont de très bonne qualité. Le système de santé, ils ont investi beaucoup dans le système de santé, aussi les hôpitaux, et puis aussi les infrastructures, les routes. Donc, donc ça veut dire que ça a profité quasiment à tout le monde. Et donc c'est ça le plus important. Mais si on doit privilégier une petite partie, ou bien que ça soit du coup, il y a la frustration sociale, et puis il va y avoir des insurgés un peu partout. Eh bien, justement, oui, et la guerre. Et la guerre. Malheureusement au Libéria, parce que le deuxième pays, le plus grand producteur de diamants, c'est aussi le Libéria. Il ne faut pas l'oublier. On parle du Botswana, mais le Libéria aussi regorge de diamants. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le Libéria? C'est l'inverse du Botswana, malheureusement. Et puis les armes, il y a tout juste 20 ans, eh bien, Charles Taylor, ils se sont battus au Libéria, et justement pour le diamant, ce qu'on appelle le diamant du sang. Voilà. Olivier, vous, alors, j'espère que j'aurai une réponse à cette question. Certains exigent souvent à des pays d'Afrique, surtout en Afrique centrale. Je vais prendre le cas de la République centrafricaine, qui n'a pas des instituts pour former soit les miniers ou les pétroliers, des ingénieurs en fait dans les mines, et qui demandent à ce que le pétrole centrafricain soit
exploiter. Oui. Comment le faire sans les ressources nécessaires telles que les ressources humaines? Alors, pour moi, c'est la question posée comme ça m'embête. Parce que beaucoup de pays ont exploité, ils n'avaient pas forcément des ressources. Donc, il faut faire appel aux étrangers pour venir travailler dans des conditions très précises, oui, avec des contrats qui sont clairs, qui sont débattus dans les assemblées nationales. Pourquoi nous avons ce problème en Afrique? Dans beaucoup de pays africains, on signe un contrat en catimini la nuit. L'Assemblée nationale n'est pas au courant. On ne connaît pas les dessous du contrat. On ne sait pas ce qui a été donné en contrepartie. Je ne veux pas nommer de pays parce qu'on risque de nous accuser de je ne sais pas quoi. Mais on signe des contrats la nuit. Il y a une seule ou deux personnes dans le pays qui savent le contenu du contrat. Et ce n'est pas normal. On a des assemblées nationales qui ont été élues pour ça. Donc, a priori, ces assemblées nationales doivent pouvoir débattre du contenu de ces contrats-là et que tout le monde sache ce qu'il y a dedans. Dès lors que vous faites ça, vous signez un accord avec une entreprise étrangère qui a pour vocation à la fois d'extraire, mais pas que, mais de former. De former, d'employer des locaux, tout à fait, de former des locaux pendant une certaine période avec des résultats vérifiables. Il y a des écoles qui forment à ça et vous remplacez au fur et à mesure les expatriés par les locaux. Et je peux vous dire que je connais des pays qui ont fait ça et où ça marche. On a le cas du Botswana, mais il y en a d'autres où ça s'est bien passé comme ça et vous avez les choses qui se sont faites parce qu'il y a une vraie volonté. Et vous savez, dans la vie, il faut être très simple. Si vous avez une Assemblée nationale qui ne veut pas se préoccuper des contrats signés par un président en catimini une nuit, c'est que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, d'accord ? Oui. Deuxièmement, le président, je n'accuse personne, mais qui n'aime pas son pays, il faut dire les choses comme elles sont. Et troisièmement, les gens qui viennent, quand ils sentent qu'on peut soudoyer les 2 ou 3 personnes qui doivent signer, ils ne se gênent pas. Pourquoi se gêneraient-ils ? Parce qu'ils achètent moins cher, vraiment moins cher, ils n'ont aucun engagement social, ils n'ont aucun engagement sur la fin de vie, le traitement des sites, et après, ils vont vendre ça au prix du marché. Au prix du marché, c'est-à-dire qu'ils font des marges tellement colossales que, à la fin, les gens meurent de faim en voyant des usines tourner, des excavateurs creuser le sol et partir avec leurs richesses. Oui, malheureusement, ça entraîne la guerre. Exactement. Alors, il y a un autre point qui est très important, développement durable. Nous entendons beaucoup plus de RSE. Nous avons vu sur le site au Botswana comment la terre est tournée. Comment concilier le développement industriel et protection de l'environnement dans la transformation des matières premières en Afrique? La première chose, c'est les technologies propres. Et il y en a. Il faut réduire les déchets, l'émission des déchets. Il faut travailler sur comment on traite les déchets. On peut enfouir les déchets, on peut faire des filières, par exemple, là où ils utilisent du mercure, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas le déverser dans les nappes phréatiques, il ne faut pas les déverser directement dans la terre. Il faut travailler, par exemple, à la récupération de ce mercure. Il y a des mécanismes qui existent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la gestion des ressources. Si vous avez des pratiques agricoles qui minimisent l'impact sur l'écosystème, ça ne peut que marcher. On ne peut pas aller puiser tout le temps dans les rivières, dans les nappes phréatiques pour arroser et rejeter de l'engrais à n'en pas finir. Parce que il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays où on produit beaucoup d'intrants, des engrais, du NPK ou des trucs comme ça. Il faut trouver des espèces qui répondent à cette... Et le troisième défi... Allez-y. Après, vous allez nous donner quelques exemples. C'est vraiment l'engagement sociétal au niveau des communautés locales. Quelques exemples en matière de pratique pour la protection de l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale. Vous avez par exemple des riz qui sont étudiés, des variétés de riz, je ne vais pas le nommer parce que c'est fait la pub à des gens, des variétés de riz qui nécessitent peu d'eau. Et qui font que quand on les plante, il suffit de bien calculer la période pour qu'il y ait un peu de pluie justement pour couvrir, et le riz pousse.
Donc, vous n'avez pas besoin d'aller mettre des engrais à n'en pas finir pour faire émerger. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, la responsabilité, c'est s'appuyer sur les communautés locales. On va rester juste sur le petit point, parce que vous avez, je pense que la régie a quelques images à nous projeter. Quand vous avez parlé du riz, vous avez travaillé avec les coopératives au Bénin. Oui. Est-ce que, la responsabilité, faites-nous un petit commentaire là-dessus. Là, par exemple, on voit, c'est l'unité de séchage. Oui. Vous voyez, donc c'est une unité qui a été construite où on sèche le riz. Et là, par exemple, on n'utilise pas encore l'énergie solaire, comme j'ai dit. Et ça peut être un facteur d'innovation. Ensuite, vous avez, là, par exemple, c'est l'unité qu'utilisent les femmes pour trier le riz, pour pouvoir avoir du riz propre à partir du riz paddy. Et ensuite, vous avez, le riz paddy au départ qui est utilisé dans cette usine-là. Et ensuite, vous avez des coopératives de femmes, vous voyez les femmes qui sont, elles sont co-responsables de tout ce qui se décide. Personne ne fait rien sans leur accord. C'est elles qui prennent la décision, c'est elles qui savent et gèrent. Et là, c'est des partenaires, vous voyez, on est ensemble avec moi qui suis en tenue traditionnelle locale. Et ça, c'est les partenaires avec lesquels on a fait le chemin parce que c'est là où on est allé, c'est quand même à 1000 km de Cotonou. Et ça ne se fait pas facilement. Et là, vous voyez, c'est ceux qui nous ont accueillis parce que c'est des gens qui se sont engagés. Et puis elles vivent très bien. Elles sont simples, c'est des gens très accueillants. Et tous ces gens-là peuvent à la fois prévoir le financement de l'école pour les enfants, aller pouvoir se soigner, nourrir la famille. Vous voyez, ça a créé une chaîne vertueuse dans laquelle on n'a plus à se plaindre de l'hôpital, de ceci ou cela. Et créer des unités locales, des hôpitaux, et l'État, sachant que ces femmes-là ont vraiment entrepris le travail de transformer, l'État a été obligé de construire des routes. De les suivre. De les suivre. Parce qu'elles ont été des vecteurs de développement locaux ce sont de vrais acteurs économiques, ces coopératives de femmes-là, c'est des acteurs économiques puissants. Donc, non, vraiment, j'ai été très édifié par ce que j'ai vu là-bas. Et je peux vous dire, moi, ce que j'ai aimé, c'est la prise de décision collective. Il n'y a pas une dans le lot qui ne sait pas de quoi on parle. De quoi on parle. Tout le monde est au courant Tout le monde est au courant de tout et on décide de quel est le prix qu'on va appliquer parce qu'ils savent les intrants, combien leur a coûté l'énergie, combien... Il y a un suivi. Il y a un suivi. Alors, là, vous êtes acteur, vous êtes sur le terrain, ce qui nous amène pratiquement au terme de cette émission. Mais avant que... j'aimerais savoir les perspectives d'avenir par rapport à ce travail déjà sur le riz, mais aussi sur les matières premières, dans d'autres circonstances. Quelles sont les tendances futures, selon vous? Moi, je pense que ça va se poursuivre. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le Covid a été un révélateur. Quand tous les ports étaient fermés, quand les bateaux ne venaient plus, les gens se sont dit, mince, comment on dépendait tant que ça de l'extérieur? Et donc, ça leur a permis d'ouvrir les yeux et de se dire, oulala, il faut se prendre en main, il faut travailler, il faut cultiver. Et en plus, je peux vous dire, quand on voit la carte de l'Afrique, on nous montre une Afrique qui est petite. Mais c'est des territoires énormes. Il y a de la place. Vous traversez des heures de voiture. Vous avez des champs, des espaces qui ne sont pas tout exploités en rien. Donc l'Afrique n'est pas... Il y a de la place. D'où la notion de la démographie. Certains qui pensent qu'on est surpeuplé alors qu'il y a de l'espace, effectivement. Je peux vous dire, Roland, moi ce que j'ai vu, j'ai été édifié. Parce que j'étais en tête, oui, la démographie, les Africains commencent à être trop nombreux, ils ne peuvent pas se nourrir, et puis on nous vend ça. Non. Il y a de la place. Il suffit de faire confiance aux communautés locales, de les accompagner, de créer le cadre. Et ces communautés locales se prennent en charge et font de très belles choses, Roland. Alors, quels sont les domaines de recherche et d'innovation les plus promoteurs pour vous en Afrique? Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'agro-industrie. Très clairement, c'est il faut... Vous savez, on parle beaucoup des nouvelles technologies. Moi, c'est mon dada, je n'ai pas de honte à le dire. J'aime beaucoup. Et l'IA, on parle des choses... Oui, pourquoi pas. Mais pour moi, le domaine dans lequel vraiment... l'Afrique a sa place et doit pouvoir y entrer de plein fouet,
c'est l'agro-industrie. Mais là, c'est aussi un défi financier. Oui. Alors, sur ça, on a encore quelques minutes. Bien sûr. Alors, sur ça, je vais vous dire. Allez-y. Je vais vous dire. Moi, j'ai une conviction absolument forte. L'Afrique est très riche. Il y a de l'argent en Afrique. L'Afrique a beaucoup d'argent. Le seul problème, c'est que les Africains ne veulent pas investir dans leur propre entreprise ou des entreprises qui ne leur appartiennent pas directement. Donc, il faut trouver des mécanismes de collecte de l'épargne locale pour investir. Parce que c'est une question de confiance. Les gens n'ont pas confiance les uns aux autres. Exactement. Voilà. Donc, il faut mettre en place des structures de collecte de l'épargne qui injectent l'argent dans ces unités-là. Deuxièmement, je pense qu'on doit pouvoir, et moi c'est l'appel que je lance pour finir, c'est qu'il y a beaucoup de fondations, beaucoup de fondations en Europe qui doivent commencer à financer sur le terrain. Parce qu'on finance trop à très haut niveau, je ne veux pas dire qui on finance. Les États, bien sûr. Non, mais disons à très haut niveau. Disons à très haut niveau. Mais l'argent ne circule pas et ne descend pas auprès des gens qui vraiment sont les acteurs sur le terrain. Et c'est ça, moi, le cri de cœur que je lance, parce que ces acteurs ont besoin de financement. Oui. Et moi, je voulais juste ajouter, Roca, si vous me permettez. Et donc, c'est-à-dire, on est d'accord sur ce point, qu'il faut commencer par l'agriculture. Oui. C'est-à-dire que les budgets des États, normalement, au lieu de mettre de l'argent dans l'armement. Dans l'armement, voilà. On doit il faut qu'on se protège quand même. Il faut que les territoires africains se protègent. Je suis d'accord. Au vu de ce qui se passe dans le monde. Oui, mais déjà, on ne fabrique pas l'armement, nous, on l'achète. Oui. Donc, alors que l'agriculture, on peut mettre le paquet pour ne pas avoir faim. Mais si demain nous sommes attaqués sur le continent, comment on va faire pour se défendre? Est-ce qu'on doit revivre ce qui s'est passé à 100 ans, 200 ans? Moi, je dirais, nous avons besoin d'armement aussi pour nous protéger. Oui. Par contre, ce qu'il faut aujourd'hui, moi, vraiment, là, c'est un cri de cœur, c'est que les taux d'intérêt pratiqués en Afrique aujourd'hui, que ce soit en microfinance, que ce soit du financement des projets, n'est pas conforme, adapté à des projets d'investissement de ce type-là. Donc, c'est pour ça que je lance un appel auprès des décideurs. Pas que des décideurs, des fondations qui ont de l'argent, qui veulent accompagner ce mouvement, de venir avec nous pour qu'on y aille. Pourquoi? Parce que vous avez des taux d'intérêt à 14%, à 15%. Mais quand on vous dit 12%, c'est vraiment... Comment vous pouvez faire un projet d'envergure industrielle à un taux à 12%? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui manque aujourd'hui parce que les coopératives, elles savent faire. Les intrants existent. Les terres existent, on l'a dit tout à l'heure. Les États ont pris conscience, surtout après le Covid, qu'il faut maintenant promouvoir la production locale. Donc, je dirais que l'ossature commence à se mettre en place. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on injecte dedans pour passer pour aller à l'échelle. Et ça, je lance un vrai cri de cœur. Et je ne veux accuser personne. Hein. Mais il y a plein Ils sont là, ils vous regardent. Il y a plein de gens, dont je ne veux pas citer les noms, qui disent on est de l'Afrique. Non. Moi, on est de l'Afrique, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut arrêter d'aider l'Afrique, il faut aider les Africains. Les Africains, tout à fait. Olivier Sigbo, je vous remercie d'avoir apporté toutes ces contributions à cette édition. À vous de convaincre, je rappelle que vous êtes un ancien élu local en France. Toujours élu. Toujours élu, voilà, toujours élu local en France. Oui. Vous avez été adjoint au maire et chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous accompagnez les bonnes volontés, les coopératives sur le continent. Et nous espérons que les choses vont changer d'ici là. Et que le message sera entendu. Je te remercie, Kara Soli, d'avoir pris part avec moi dans cette émission, de m'avoir accompagné durant les 52 minutes. Et merci aussi à notre directeur de programme, Romain Milko-Domecq, d'avoir dirigé aussi ces débats depuis la régie. Messieurs, dames, je vous remercie aussi de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro. Vous êtes une femme, un homme d'action, vous avez des idées, des projets et des réalisations et vous voulez les faire savoir. Rendez-vous ici dans Global Africa Télé Sud. Merci, au revoir.